Bonjour à tous, donc correction des exercices de synthèse sur le chapitre 11. Alors sur l'exercice, donc c'est le DS, l'extrait du DS de 2017 avec le surfeur et les skieurs. Donc c'est commencé par l'exercice 2, l'exercice numéro 1 c'était de la chimie. Donc ici l'exercice numéro 2, première question, on vous demande d'établir le bilan des forces et de représenter ces forces sur un schéma sur la partie D, E sur le schéma. Donc le système, le skieur, le référentiel terrasse supposé galiléen sur DE. Vous avez donc le poids du surfeur, les forces de frottement. Alors on vous dit que l'ensemble des forces liées à l'air et à la neige, on peut les représenter par une seule force et unique, grand F, la réaction du sol. En ce qui concerne le schéma, donc les forces de frottement s'opposent au déplacement et on vous dit que la force F est collinéaire au déplacement. D'ailleurs là je remarque il y a un problème de notation, on va mettre un grand F pour suivre les notations de l'énoncé. Ensuite, sur le poids, donc point d'application, le centre de gravité de la personne, vertical du lieu. Alors là, comme on est sur une portion horizontale, donc ça va être perpendiculaire à la portion DE, et la réaction du support qui est perpendiculaire, ça dans tous les cas, à la surface de contact. Sur la question 2, on vous demandait l'expression du travail de chaque force. Donc là, ça va être assez rapide puisque R et P sont orthogonales au vecteur déplacement, DE. Donc le travail est nul dans les deux cas. Et ensuite, il vous reste finalement que le travail des forces de frottement. Donc il n'y a que les forces de frottement au final qui travaillent. Là, sur le même principe, je vais reprendre les bonnes notations. Donc c'est un grand F. Donc c'est grand F scalaire. Là, c'est la norme de F. Et ici, pareil. Donc là, c'est 180, je vous rappelle, puisque le vecteur DE, je vais peut-être vous le rajouter si vous voulez, euh, dans une autre couleur. Donc le vecteur DE est ici. Et donc l'angle entre F et DE, donc F et DE, on a bien 180 degrés. Donc du coup, cos de 180 moins 1, et on a bien du coup un travail des forces de frottement qui sont négatifs. Ça, c'est un petit moyen aussi pour vous de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé. Ensuite, la question 3, sachant que le surfeur parcourt 15 mètres avant de s'immobiliser, détermine la valeur de la force de frottement. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on vous dit bien avant de s'immobiliser, c'est-à-dire que là, vous tirez déjà toutes les informations de la question 3, c'est que la vitesse au point E est nulle. Là, le point A, on est au plus haut à t égale 0. Point C, la vitesse n'est pas nulle. Donc là, votre skieur descend, puis remonte. S'il s'arrêtait au point C, il n'y aurait plus de mouvement après. Donc comme il a un mouvement encore en D et en E, c'est-à-dire qu'en C, sa vitesse n'est pas nulle. Donc ici, effectivement, puisqu'on n'atteint pas non plus au point C l'altitude maximale du point A. Donc ici, VD vaut 5 mètres par seconde, 5,4 mètres par seconde, c'est l'énoncé. Là, vous en déduisez ça de la question. Et ensuite, pour déterminer la valeur des forces de frottement, vous ne connaissez pas 10 000 théorèmes, la variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces de frottement, ici, des forces non conservatives. Donc il n'y a que des forces de frottement. Alors encore une fois, c'est un grand F. Les forces de frottement. Donc la variation d'énergie cinétique, bah, c'est égal à d'énergie mécanique, c'est égal à la variation d'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle. Ça vient de la définition de EM. Hein. EM égale EC plus EP. Donc si vous faites varier EM d'un point A à un point B, vous aurez une variation d'énergie cinétique plus une variation d'énergie potentielle de pesanteur, qui est donc égale au travail de la force de frottement, des forces de frottement, pardon. Ici, vous êtes sur une portion horizontale, donc l'énergie de position ne varie pas, et l'énergie cinétique, et donc l'énergie mécanique, pardon, est simplement une variation d'énergie cinétique. Donc ensuite on écrit les variations d'énergie cinétique, le point final c'est E, point initial D, donc ce sera 1 demi de MVE au carré moins 1 demi de MVD au carré. Il nous reste moins 1 demi de MVD au carré puisque VE est égal à 0. Ce qui nous donne pour F, donc égal à MVD carré sur 2DE,
Donc là, vous transformez cette partie-là, hein, d'accord? Signe négatif, signe négatif. Ensuite, je multiplie par 2 et je divise... pardon, les deux signes négatifs, j'ai juste à diviser par DE. L'application numérique, on vérifie bien que la masse est en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde et la distance en mètres. À partir de là, vous obtenez 60 comme résultat. Et si on fait attention un petit peu aux unités, donc M en kilogrammes, V en mètres par seconde. Alors je vais vous le faire directement. Donc on a des kilogrammes fois des mètres par seconde au carré, donc ce qui nous fera des mètres carrés seconde moins 2, divisé par 2 qui n'a pas d'unité et DE qui est en mètres. Donc vous remarquez du coup qu'on se retrouve avec cette unité-là, des kilogrammes fois des mètres seconde moins 2. Donc finalement vous retrouvez ici une accélération et ici une masse. Donc là, on peut se référer par exemple à la seconde loi de Newton, qui dit que la somme des forces extérieures est égale à m fois l'accélération. Ce qui veut dire qu'ici, on se retrouve avec comme unité du côté gauche du signe égal des newtons, et puis à droite, des kilogrammes fois des mètres seconde moins 2. Donc on voit ici que du coup, les newtons sont équivalents à des kilogrammes fois des mètres seconde moins 2, puisqu'il y a un signe égal. Donc ici, on a F qui vaut 60 newtons. Donc on a bien l'expression d'une force. Donc on ne s'est pas trompé non plus dans l'expression de F. Question numéro 4. On vous reprend, montre trois courbes, qui est un enregistrement de l'énergie du skieur. Donc c'est souvent la question qui revient. Vous devez analyser les courbes par rapport aux résultats que vous avez fait dans la question précédente et de nous dire quelle courbe correspond à EC, EP et EM. Donc par exemple, un AT égale 0, l'altitude est maximale, ce qui veut dire que l'énergie potentielle de pesanteur est maximale. Donc vous remarquez qu'AT égale 0, c'est la courbe numéro 1 qui est maximale. Alors pourquoi pas la 2? Parce qu'effectivement la valeur est aussi maximale. Vous remarquez que le skieur descend la pente, donc son altitude diminue, donc l'énergie potentielle doit diminuer, ce qui n'est pas forcément le cas de la question 2. Et puis vous allez vite remarquer que la courbe 2 est la somme de la courbe 1 et de la courbe 3. Ça se voit assez rapidement. Le grand 2 correspond à la somme de 1 et 3, donc ce que je viens de vous dire, donc ce qui correspond à EM. Et après vous en déduisez EC, qui est forcément la courbe 3. Et puis vous pouvez même, pour être, on va dire, convaincu que c'est bien l'énergie cinétique, vous pouvez prendre par exemple ce point particulier qui est ici. Vous remarquez que la courbe numéro 3 n'atteint pas 0. Alors effectivement, sur la courbe, vous remarquez que l'énergie cinétique n'est pas nulle. Donc là, on est au point C finalement, ici, et puis après, on rechute jusqu'au point D. Pareil pour l'énergie potentielle, vous remarquez qu'ici, on n'atteint pas la valeur maximale de départ. Voilà pour la question 4. Ensuite, la partie B sur le skieur. Donc cette fois-ci, un skieur qui part d'un point A et qui arrive à un point B. Donc la question, que peut-on dire d'énergie mécanique EM dans cet exercice? Alors on néglige les frottements d'après l'énoncé, donc la skieuse n'est soumise qu'à des forces conservatives qui travaillent, donc l'énergie mécanique est constante. Ou si vous préférez, la variation d'énergie mécanique est nulle, ce qui revient exactement au même. Donc l'énergie mécanique au point A, c'est donc l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Ici, on a 1 demi de mVA carré pour EC et mgZA pour l'énergie potentielle au point A. Donc si vous regardez le petit schéma que je vous ai fait là, ZA correspond donc à cette distance-là. Et donc dans le triangle rectangle, avec l'angle alpha et la distance AB, vous vous retrouvez avec un sinus. Donc côté opposé sur hypoténuse. Donc sinus de alpha, c'est donc ZA côté opposé divisé par AB. Donc ZA, c'est AB fois sinus alpha. Et AB est donné comme L dans l'énoncé. Donc là, ça, si vous ne le voyez pas, il faut l'écrire. Écrivez sinus alpha et puis vous allez voir que vous tombez là-dessus. Au point B, même principe, 1,5 de MV, 2 plus MGZB, sauf qu'on a pris dans l'énoncé la référence des énergies potentielles lorsqu'on est au point B. Donc MGZB, Z égale 0, donc EP égale 0.
Ensuite, en déduire, puis calculer la vitesse du skieur au point B. Alors en déduire, ça veut dire qu'il va falloir se servir des questions précédentes. Donc on a dit que l'énergie mécanique était constante. On vous a demandé d'écrire l'énergie mécanique au point A et au point B. Bah, vous écrivez simplement que M égale constante, donc la variation est nulle, ce qui veut dire que l'énergie mécanique au point B égale l'énergie mécanique au point A. On reprend les expressions de la question 2.3 et on égalise. Donc on se retrouve avec 1 demi de MVA au carré plus MGL sinus alpha égale à 1 demi de MVB au carré. Donc là on a EMA égale EMB. Ensuite on simplifie par M, on simplifie, donc ça c'est à vous de le faire. Ensuite VB, on obtient cette expression ici. Ensuite, on vérifie bien que la vitesse ici est en mètres par seconde. Ici, G est donnée dans l'énoncé, elle est en mètres. Et pour sinus alpha, on vérifie juste sa calculatrice qu'elle soit bien en degrés, puisqu'alpha est donné à 7 degrés. Et l'application numérique vous donne 22 mètres par seconde, ce qui vous fait à peu près 79 km par heure, ce qui n'est pas non plus déconnant pour un skieur, ce qui est assez plutôt réaliste. Vous auriez trouvé 2000 km par heure, il aurait fallu vous poser des questions. Question dans la question, 22 mètres par seconde comme dans la question précédente. Suivante, la 5.1, en réalité la vitesse du skieur n'est pas égale à 11 mètres par seconde, mais à 10,2 mètres par seconde. L'explication est toute simple, on a négligé toute forme de frottement, donc lié à l'air et à la neige. Question 5.3, donner l'expression littérale du travail de chacune des forces. Donc les forces ici, on retrouve le poids de la skieuse, les forces de frottement, l'ensemble des forces de frottement et la réaction du sol. 5.3, on demande de calculer l'intensité des forces autres que la réaction du support. Ici, donner l'expression littérale du travail de chacune des forces. Donc ici, le travail de R est nul puisque R est constamment orthogonal à AB à chaque instant. Donc si vous voulez, je vais le refaire ici. Donc ici, R est orthogonal au déplacement AB à tout moment. Le poids P, lui par contre, est à la verticale du lieu. Donc attention ici. Donc on a P fois AB, donc P scalaire AB, j'ai pas remis le détail, c'est P fois AB fois cos θ, θ étant l'angle entre AB et le poids P. Donc on retrouve cet angle ici. Donc je l'ai appelé θ pour pas confondre avec alpha qui est ici. Mais par contre on va pouvoir exprimer θ en fonction de alpha. Puisqu'on a, comme on est à la verticale du lieu, on a un angle droit qui est ici. Donc du coup θ vaut 90 moins alpha. Donc on a P fois L qui est AB, cosinus de 90 moins alpha, et après formule de trigonométrie, cosinus de 90 moins alpha, c'est sinus alpha, tout simplement. Vous vous rendez bien compte que le poids vous entraîne dans la descente. Donc il est bien moteur, il participe au mouvement. Donc on finit avec les forces de frottement, c'est F fois B fois cosinus de 180, toujours pour les mêmes raisons, les forces de frottement sont collinaires au mouvement et de sens opposé, donc 180 degrés, on retrouve moins F fois L, on a bien un travail d'ailleurs qui est négatif pour des forces de frottement. Donc 5.4, la masse de la skieuse ayant été découverte de manière tout à fait fortuite, calculer leur valeur. Donc leur valeur, alors la question n'est peut-être pas très bien posée, c'est leur valeur à ces différents travaux. Donc on commence par le travail de AB, du poids sur AB. Donc on reprend PL sinus alpha, donc MGL sinus de 7 degrés, M67 kg, fois la valeur de G fois le sinus de 7 degrés. Et dans notre cas à nous, L vaut 200 mètres. Et là, je remarque que j'ai fait une erreur. Donc on rajoute 200 mètres. Et donc le résultat change forcément. Donc on tombe sur 1,6 10 puissance 4 joules pour le travail du poids. Petite parenthèse, c'est un travail qui est moteur. Ensuite le travail de F, alors là c'était un petit peu particulier, il fallait bien réfléchir. C'est que là il vous manque la valeur de la force de frottement, la norme de F pour pouvoir calculer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on revient à un théorème que vous connaissez. La variation d'énergie mécanique est égale justement au travail des forces de frottement. Donc on essaye, on écrit la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Donc on se retrouve avec la variation d'énergie cinétique, 1,5 mvb carré moins 1,5 mva carré, plus la variation d'énergie potentielle, mgzb moins mgza,
donc toujours valeur finale moins valeur initiale. Ensuite, j'ai remplacé simplement par les valeurs qu'on vous donnait, VB à 10,2, VA à 2,5, il faut remonter un tout petit peu dans l'énoncé. ZB égale 0, l'énergie potentielle est nulle puisque c'est notre référence. Et je reprends la valeur de G, les 200 mètres et le sinus de 7 degrés, qui vaut ZA, je vous rappelle, c'était L mgl sinus alpha. On retrouve moins 1,310 puissance 4 joules, on a bien un travail, donc une variation d'énergie mécanique négative qui est égale au travail de F, qui est négatif, travail des forces de frottement négatif. On obtient une valeur qui est plutôt cohérente du coup en termes de signes. Pour la question suivante, on vous demandait la valeur de ces forces sauf la valeur de la réaction du support, qu'on pourrait éventuellement calculer, mais voilà, par une autre méthode qu'on n'a pas forcément vue. Sur cette question, la valeur du poids, rien de très compliqué, M fois G, vous avez la masse de la skieuse, l'intensité de la pesanteur, vous trouvez 6,6 puissance 2 newtons. Je mets en écriture scientifique, et puis je prends que 2 chiffres significatifs, puisque la valeur la moins précise porte 2 chiffres significatifs. La valeur de la force des frottements, il faut reprendre la définition du travail, puisque vous remarquez que finalement la seule inconnue c'est grand F, celle qu'on cherche. Donc du coup c'est égal à moins le travail de F divisé par L. Le travail étant négatif avec le signe moins, on se retrouve avec une valeur positive. Donc tout est positif, ce qui veut dire qu'on a bien une norme positive. Donc il y a moyen de vérifier si vous n'êtes pas trompé dans les signes. Donc là je vous ai mis 1,310 puissance 4 sur 200, mais j'ai repris la valeur exacte à ma calculatrice. Et on retrouve 64 newtons pour les valeurs des forces de frottement. L'exercice suivant, donc l'exercice 3, donc très classique sur un pendule simple, exactement que celui qu'on a étudié en cours. Donc on vous demandait l'expression de l'énergie cinétique du pendule en un point G quelconque. Donc c'est simplement 1 demi de mv la vitesse au point G au carré. Ensuite, la question 1,2, on prendra l'origine des énergies potentielles en G0, c'est-à-dire ce point ici, lorsque Z égale 0. Et on doit montrer que l'énergie potentielle en G peut se mettre sous la forme P égale mgl facteur de 1 moins cos bêta. Donc bêta pour la lettre grecque ici qui indique l'abscisse angulaire. On reprend l'énergie potentielle de pesanteur, l'expression classique, mg zg, donc l'altitude du point G, qui est représenté ici, donc qui correspond, on ne se trompe pas, z égale 0 ici, z égale g ici. Donc on cherche cette distance-là. Donc cherchant cette distance-là, donc là j'ai dû faire un projeté pour avoir la coordonnée, comme vous faites habituellement. Donc j'ai un angle droit. Cette longueur-là, je la connais, c'est la longueur du pendule. Cette longueur-là, je la connais aussi puisque c'est la longueur du pendule quand il passe au point G0. Et cette longueur ici, je peux la connaître aussi puisque je suis dans un triangle rectangle ici avec le cosinus de bêta. Donc cosinus adjacent et hypoténuse. Donc adjacent, la valeur que je cherche, hypoténuse grand L. Donc cette distance-là correspond à L cos bêta. Donc écrivez le cosinus de bêta. Donc adjacent, donc qui est la distance inconnue. Vous pouvez lui donner une lettre à ce point-là si vous voulez, divisé par AG, l'hypoténuse. Et on retrouve L cos bêta, L fois cos bêta, hypoténuse fois cosinus de bêta. Donc du coup pour trouver ZG, ça va vous faire L moins L cos bêta. Et donc ici L moins L cos bêta. Ensuite il suffit de mettre L en facteur et on trouve l'expression qui est demandée dans l'énoncé. Ici d'équilibre, c'est le point G0. C'est-à-dire que si votre pendule a une vitesse nulle, il sera à cette position-là. On parle d'un équilibre stable, puisqu'il pourra rester dans cette position indéfiniment. Donc ici ce point d'altitude d'abscisse angulaire maximale, d'altitude B ici, est valable quelle que soit l'abscisse angulaire de notre pendule. Donc si on se place au point d'abscisse angulaire maximale, l'angle est noté bêta m. Ici, au point ici. Question suivante. Donc sur la question suivante, question 1.3, on vous demandait l'expression de l'énergie mécanique en fonction de mg, lv et bêta. Donc vous écrivez déjà l'expression de l'énergie mécanique.
Voilà, ça prouve que vous connaissez votre cours. Et puis après, vous combinez la question 1,1 et la question 1,2 tout simplement. Donc 1,5 de VG2 au carré, question 1 et question 2. Ensuite, pourquoi l'énergie mécanique se conserve-t-elle en l'absence de forces non conservatives ou de forces conservatives qui ne travailleraient pas? L'énergie mécanique se conserve. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des forces conservatives qui ne travaillent pas. L'énergie mécanique se conserve donc en 1.4. Donner l'expression littérale de la vitesse au passage par la position d'équilibre. Alors la position d'équilibre G0, on écrit la variation d'énergie mécanique entre le point Gm maximal, comme vous voulez. Ensuite, on écrit cette variation comme delta EC plus delta P, comme d'habitude, et puis on réfléchit après, est-ce qu'il y a des forces de frottement, par exemple ici, est-ce qu'il y a des forces conservatives qui ne travaillent pas ou qui sont tout simplement absentes. Donc ici, il n'y a pas de force conservative, donc l'énergie mécanique se conserve. Donc j'ai réécrit la variation d'énergie mécanique, donc la valeur de l'énergie cinétique finale moins la valeur initiale. Donc là, je passe du point Gm au point G0. Je suis dans ce sens-là. Ensuite, la valeur de l'énergie potentielle en 0 moins la valeur de l'énergie potentielle en M. Je simplifie un petit peu puisque la référence des énergies potentielles est en Z0, donc ça vaut 0. Donc il nous reste l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure, avec Zm qui vaut simplement mgl 1 moins cos bêta, mais du coup comme on est au point m maximal, c'est cos bêta m, l'expression qu'on a trouvée. Ensuite ici au point Vm, altitude maximale, l'énergie cinétique est minimale, la vitesse est nulle, donc on simplifie encore, et on écrit toujours que ceci est égal à 0. Donc du coup là j'ai simplement passé cette expression là de l'autre côté, d'où la disparition du signe moins, on simplifie par m, et on retrouve une expression de V0 en multipliant ensuite par 2. Pensez toujours que c'est V0 au carré, n'oubliez pas, racine carrée. On a G qui est donné dans l'énoncé comme d'habitude, L la longueur du pendule qui est donnée sur 1 mètre dans l'exercice. Et faites juste attention, on ne vous donne pas bêta m, on vous donne cos bêta m dans les données. Donc directement cette valeur-là. Voilà, faites juste attention à ça, ne faites pas cos de cos bêta m. Ne vous trompez pas là-dessus. Et on trouve une vitesse au passage en 0 à 0,99 mètres par seconde, qui est une vitesse quand même très très faible, hein, on est sur un pendule, donc ce qui est plutôt cohérent. La question d'après, encore une fois, vous avez des courbes à étudier et à analyser pour savoir quelle courbe correspond à l'énergie cinétique potentielle et mécanique, potentiel de pesanteur et mécanique. Donc AT égale 0, là il faut relire l'énoncé. AT égale 0, il est écarté de sa position d'équilibre jusqu'à la position Gm qui est repérée par l'angle bêta M. Ce qui veut dire que la vitesse est nulle et que l'altitude est maximale. Ce qui veut dire que la vitesse est nulle, l'énergie cinétique est nulle, l'altitude est maximale, l'énergie potentielle est maximale, l'énergie potentielle de pesanteur est maximale. Et maintenant, vous comparez au graphique que vous avez. En t égale 0, la courbe 3 atteint une valeur nulle, donc c'est donc l'énergie cinétique. À t égale 0, la courbe 2 atteint un maximum, c'est donc l'énergie potentielle de pesanteur. Alors pourquoi c'est pas la courbe 1? Vous remarquez que la courbe 1 est constante. Comme l'altitude du pendule varie, l'énergie potentielle ne peut pas être constante. Donc c'est forcément la courbe numéro 2. Ensuite, par déduction, la courbe 1 est l'énergie mécanique, puisqu'on remarque quelle est la somme de la courbe 2 et de la courbe 3, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Dire du poids, puisque lorsque une atteint le maximum, l'autre est nulle. Mais la courbe 3, un tout petit peu plus tard, va atteindre la même valeur maximale que la courbe 2. D'accord? Comme l'énergie mécanique est constante, on a un échange parfait. Question 1.6. Expliquerai brièvement ce qui se passe d'un point de vue énergétique lors des oscillations. Bon, on a déjà un peu commencé finalement. À t égale 0, l'énergie cinétique est nulle, l'énergie potentielle de pesanteur est maximale. Puis vous lâchez le pendule, la vitesse augmente, donc EC augmente. L'altitude diminue, donc l'énergie potentielle de pesanteur diminue.
On passe ensuite par le point G0, puis la vitesse diminue à nouveau, l'énergie cinétique diminue, l'altitude augmente, donc l'énergie potentielle augmente. Voilà, et ça de façon périodique. Donc là, je vous ai fait une demi-période. L'explication des variations d'énergie sur une demi-période. Donc c'était la question 1.7. Donc on vous donne quelques données, notamment la vitesse maximale. D'ailleurs, vous remarquez que la vitesse maximale est donnée à 1 mètre par seconde. On a trouvé tout à l'heure 0,99 mètres par seconde. Vous voyez que c'est un moyen aussi de savoir là si vous n'êtes pas trompé, ou en tout cas si vous avez des valeurs à peu près cohérentes. Donc ici, déterminer la masse du pendule. Donc ce que je prends à l'aide du graphique, du coup, comme l'énergie mécanique à conserver, l'énergie cinétique, la valeur maximale, est égale à l'énergie potentielle maximale, à un instant différent bien évidemment, entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc si vous préférez, ça c'est un instant T1, et ça c'est un instant T2. Donc ici, EC max par lecture graphique, vous lisez à peu près 0,0425 joules, qui doit être égal à 1 demi de m fois la vitesse maximale au carré. Vous avez tout, puisque c'est donné dans la question, Vmax. Il suffit d'extraire m et on retrouve 0,085 kg. Forcément en kilos, hein, puisque l'énergie cinétique qui est en joules, qui n'est pas une unité du système international, qui est composée d'unités du système international, dont le kilogramme. Ce qui fait 85 grammes, donc ce qui n'est pas forcément déconnant pour un pendule. Ensuite, on vous demande la hauteur maximale, donc c'est-à-dire qu'on cherche Zmax. Donc là, par exemple, vous pouvez utiliser l'énergie potentielle de pesanteur, puisque l'énergie potentielle de pesanteur est donnée par mg Zmax. Finalement, vous n'avez plus qu'une inconnue, puisque EP va être lu sur le graphique. EP max 0,0425 joules, comme EC max, ce que j'ai dit tout à l'heure. On retrouve une longueur en mètres de 0,051 mètres, ce qui veut dire 5,1 cm. Donc ça, c'est l'altitude maximale. Vous ne mélangez pas avec la longueur du pendule. Donc c'est-à-dire que si vous préférez, il s'élève à une hauteur de 5,1 cm par rapport à z égale 0. Ensuite, on vous demandait l'abscisse angulaire maximale, θ max. Si vous remarquez, dans z max, vous avez justement la valeur de bêta que vous cherchiez. Et la longueur ici, c'est la longueur du pendule qui est donnée. Donc là, pas de problème. L'altitude maximale ici, donc vous sortez cosinus bêta, ensuite vous sortez bêta, donc c'est arc cosinus de L moins Z max sur L. Et ensuite, on retrouve, je vous rappelle juste que Z max vient d'être déterminé ici, hein, donc on a juste à reprendre sa valeur, et on trouve 18 degrés. Et si vous remarquez, faites cosinus de 18 degrés, on retrouve 0,95, la valeur qui est donnée dans l'énoncé tout à l'heure. Dans la question 1.4, on vous donnait les données de G, de L et de cos bêta qui vaut 0,95. Donc vous voyez, tout est cohérent. Donc tous les calculs qu'on a fait sont cohérents et il y a de grandes chances que tout soit juste. La dernière question, question 2.1. Donc on vous demande de redonner la définition d'isochronisme. Donc je vous rappelle que lorsque il y a isochronisme, c'est lorsque la période est constante, peu importe l'abscisse angulaire de départ. Voilà, pour les petites oscillations. Ensuite, question 2.2, on vous demandait de choisir l'expression correcte parmi les suivantes. Alors ça fait beaucoup d'expressions, mais finalement, commencez par la A tout simplement. Et vous allez tout simplement voir que du coup, la dimension est la bonne. Donc pas besoin d'aller plus loin puisqu'on vous demande de choisir l'expression et pas les expressions. Donc la dimension de T0, c'est une durée. Alors faites attention, c'est un peu particulier puisque la période est notée grand T. Et quand on fait une analyse de dimension, la dimension d'une durée ou d'un temps, c'est noté grand T aussi. Donc voilà, faites juste attention à ça. Ensuite, vous prenez l'expression de A, vous cherchez la dimension donc, de tout ça, et on espère que ce soit égal à une durée. Donc là, on prend la dimension de pi fois la dimension de L puissance 1 demi, je vous rappelle c'est racine carrée, et la dimension de G puissance 1 demi. La dimension de 2pi, je la remplace par 1 puisqu'elle n'a pas de dimension. La dimension de petit l ici, c'est une longueur. La dimension ici notée grand L. La dimension de G,
Alors là, j'ai été un petit peu vite, donc je vais vous le détailler. Donc je vous rappelle juste la dimension de G. Donc c'est une longueur fois une durée à la puissance moins 2. Et donc si vous faites la dimension de racine carrée de G, ce qui veut dire racine carrée de L fois racine carrée de T puissance moins 1 demi. Voilà. Donc du coup, vous remarquez ici que L puissance 1 demi, L puissance 1 demi vont se simplifier. Il va nous rester 1 sur T puissance moins 2 à la puissance 1 demi. Donc là, je vous rappelle vite fait mathématiquement, A puissance N puissance P, c'est donc A puissance N fois P. Donc ici, on se retrouve avec 1 demi fois 2, ce qui va nous fois moins 2, pardon, ce qui va nous donner puissance moins 1. Et 1 sur T puissance moins 1, on retrouve la dimension d'une durée. Ce qui veut dire que ça, c'est équivalent à une durée, et T0 est équivalent à une durée. Donc on a bien T0 qui est égal à 2 pi racine de L sur G. Voilà pour le premier exercice.